Le jour de mes 18 ans, ma mère a dit, ta sœur en a plus besoin, arrête d'être égoïste. Je suis parti ce soir-là. 2 ans plus tard, ils ont vu mon interview à la télé. Ma sœur a hurlé, tu as volé ma vie. J'ai répondu, j'ai juste construit la mienne. Les invitations étaient déjà envoyées. C'étaient des choses simples et élégantes que j'avais conçues moi-même, imprimées sur du papier cartonné crème. Elina fête ses 18 ans, annonçait-elle dans une écriture bleu marine de bon goût. Je n'avais pas demandé grand-chose, juste une petite fête dans le jardin de notre cour avec ma poignée d'amis proches et notre famille élargie. C'était une étape importante. 18 ans. L'âge adulte. C'était censé être le seul jour qui m'appartenait sans équivoque. J'étais assise à la table de la cuisine en train de finaliser la commande du traiteur sur mon ordinateur portable lorsque la réunion de famille a été convoquée. Je me sentais déjà fragile. C'était le milieu des partiels et je fonctionnais à la caféine et à 4 heures de sommeil par nuit, la gorge irritée et la tête qui me battait. Mon père, Andrew, s'est raclé la gorge, un son qui précédait toujours les mauvaises nouvelles. Ma mère, Maria, était assise en face de moi, les mains sagement jointes. Ma sœur, Megan, 16 ans et l'épicentre de l'univers émotionnel de notre famille, regardait ostensiblement son téléphone, bien qu'un petit sourire suffisant se dessinait sur ses lèvres. Elina, ma chérie, a commencé ma mère, sa voix dégoulinant de ce faux ton sympathique que j'en étais venu à mépriser. Nous devons parler de ta fête. J'ai enregistré le brouillon du traiteur et j'ai fermé mon ordinateur portable. Quoi à ce sujet? L'acompte est-il réglé? Eh bien, à ce sujet, a dit mon père en ajustant ses lunettes. Nous allons devoir la reporter. J'ai cligné des yeux. La reporter? Mon anniversaire est samedi prochain. Le traiteur est réservé. Les gens ont répondu. Nous savons, ma chérie, a dit Maria en tendant la main sur la table pour me tapoter la main. Je l'ai retirée. Mais ta sœur, Megan, traverse une période très difficile en ce moment. J'ai regardé Megan. Elle avait l'air parfaitement bien, faisant défiler Instagram avec la concentration intense d'un chirurgien. Une période difficile avec quoi? Elle se sent très négligée, a dit Maria, comme s'il s'agissait d'un diagnostic grave. Toute cette histoire du grand 18e anniversaire d'Elina. C'est juste beaucoup pour elle. Ses examens ne se sont pas aussi bien passés qu'elle l'espérait, et elle se sent un peu laissée pour compte. Je les ai regardées, stupéfaites. Megan se sent négligée. Donc je dois annuler ma fête de 18 ans. C'est ce que vous êtes en train de dire? Nous n'annulons pas, est intervenu Andrew. Juste un report. Nous pouvons faire quelque chose de petit plus tard. Peut-être un dîner juste entre nous. Elle devrait être plus compréhensive. Elina, a dit Maria, s'adressant maintenant à moi. Tu es la grande sœur. Tu as toujours été si mature. Tu sais à quel point Megan est sensible. C'est une période très délicate pour elle. Megan a choisi ce moment pour soupirer de façon dramatique. C'est juste que tout tourne autour d'Alina en ce moment. L'université, cette stupide fête. C'est comme si je n'existais même pas, l'audace à couper le souffle de la chose m'a presque fait rire. Megan, qui n'avait jamais cessé d'être le centre de l'attention. Megan, dont chaque CD était accueilli par des tuteurs et des thérapeutes, tandis que Mesa était accueillie par un distrait, c'est bien, ma chérie. Megan, qui avait eu une voiture toute neuve pour ses 16 ans alors que j'économisais l'argent de mon travail à temps partiel pour un abonnement de bus pour l'université. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils reviennent à la raison. Attendant la chute de la blague. Elle n'est jamais venue. Alors c'est ça, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. C'est annulé. C'est pour le mieux, ma chérie, a dit ma mère en souriant comme si elle venait de résoudre un problème complexe. De cette façon, il n'y a pas de ressentiment. Nous sommes une famille. Nous nous soutenons mutuellement. J'ai regardé le visage narquois de Megan. J'ai regardé le sourire placide et complaisant de ma mère. J'ai regardé mon père, qui se retirait déjà derrière son journal, sa part dans l'exécution terminée. J'ai senti les symptômes grippaux que j'avais combattus toute la semaine monter en flèche, mais ils ont été éclipsés par un calme glacial soudain. Le mal de tête, le mal de gorge, l'épuisement, tout a disparu, remplacé par une clarté froide et singulière. Je me suis levé de table. D'accord. Ma mère a rayonné.
Oh, merci, ma chérie. Je savais que tu comprendrais. Tu es une si bonne sœur. Megan a ricané. Ouais, peu importe. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas disputé. J'ai simplement quitté la cuisine, je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je suis resté assise sur mon lit pendant un long moment, écoutant les sons étouffés de la télévision en bas, l'éclat de rire occasionnel de Megan. Il pensait que j'étais compréhensive. Il pensait que j'étais la mature, l'amortisseur intégré de la famille. Il n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Ils n'avaient pas reporté une fête. Ils avaient fait sauter un pont. Ils m'avaient montré sans équivoque que je ne comptais pas. Mes étapes importantes étaient jetables. Mes sentiments n'étaient pas pertinents. Je n'étais pas une fille. J'étais un personnage secondaire dans le spectacle de Megan. Et alors que j'étais assise là, dans le calme de ma chambre, les invitations couleur crème empilées soigneusement sur mon bureau, une seule pensée a résonné dans mon esprit. D'accord. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas allé sur le site du traiteur. Je suis allé sur mon compte bancaire en ligne. J'ai commencé à planifier ma sortie. La trahison était si profonde, si complète qu'elle ne faisait même pas mal. C'était une coupure nette. Le lien émotionnel que j'avais entretenu avec ma famille pendant 17 ans et 358 jours a été rompu. La trahison n'était pas la fête annulée. C'était la réalisation glaçante que toute ma vie avait été un mensonge. La semaine suivante a été une masterclass de détachement émotionnel. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. J'étais polie, silencieuse et totalement absente. J'ai fait mes corvées. J'ai terminé mes partiels, excellent dans chacun d'eux. Quand mes parents ont loué ma maturité et ma compréhension au sujet de la fête, j'ai simplement hoché la tête. Tu vois, Andrew, disait ma mère au dîner, Alina comprend. La famille d'abord. Je souriais simplement, un petit sourire crispé qui n'atteignait pas mes yeux, et je demandais le sel. Mon 18e anniversaire est arrivé et reparti. Je me suis réveillé avec un texto de joyeux anniversaire de ma meilleure amie Sarah. Mes parents m'ont donné une carte avec $20 dedans et une vague promesse de ce dîner de famille qui ne se matérialiserait jamais. Megan, naturellement, a eu une crise ce matin-là. Son jean préféré était encore à la machine et le drame qui a suivi a éclipsé toute mention de mes 18 ans. C'était juste un samedi comme les autres. Mais ils étaient tous trop absorbés par le dernier incendie émotionnel de Megan pour remarquer ce que je faisais. Ils n'ont pas remarqué que je faisais des allers-retours discrets à la banque. Ils n'ont pas remarqué que je scannais et téléchargeais des documents sur un disque cloud sécurisé. Ils n'ont pas remarqué que je vendais mes vieux manuels, mon vélo et les quelques bijoux que je possédais et qui n'étaient pas des héritages de Megan. Ma famille fonctionnait sur le bruit. Megan était le bruit, ses demandes, ses larmes, ses joies théâtrales. Mes parents étaient le public frénétique, applaudissant et apaisant. J'avais toujours été la régisseuse silencieuse, celle qui s'assurait que les lumières restaient allumées. Maintenant, j'utilisais ce silence pour démanteler le décor. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ma grand-mère, la mère de mon père, avait aussi été une femme silencieuse. Une femme qui avait vu la dynamique de la famille de son fils avec une clarté douloureuse. Quand elle est décédée 2 ans plus tôt, elle m'avait laissé un petit héritage. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant. $10 000 placés dans une fiducie à laquelle j'aurais plein accès le jour de mes 18 ans. Il m'était laissé à moi et à moi seul, avec une note manuscrite, pour ton indépendance, Alina. Ne laisse personne te rendre petite. Mes parents étaient au courant de l'argent, bien sûr, mais ils l'avaient déjà affecté. Ils le voyaient comme une belle contribution à mon fonds d'études, qu'ils géraient généreusement pour moi. Ils supposaient que je le leur remettrais volontiers, tout comme j'avais toujours remis l'argent de mon babysitting, les revenus de mon travail à temps partiel. Tout cela versé sur le compte familial qui payait principalement les cours d'écriture de Megan et ses achats impulsifs. Le jour de mes 18 ans, pendant que Megan pleurait pour son jean, j'étais sur mon ordinateur portable en train d'initier le transfert de mon héritage vers un nouveau compte bancaire privé dans une autre institution, un compte auquel mes parents n'avaient ni accès ni connaissance. L'enquête ne portait pas sur eux. Elle portait sur moi. J'ai recherché les horaires de bus. J'ai trouvé une annonce de colocation dans une ville à 3 États de là, près de l'université d'État où j'avais été accepté. J'avais obtenu une bourse d'études complète,
quelque chose que mes parents avaient rejeté comme étant « bien », mais nous préférerions que tu ailles au collège communautaire local et que tu restes à la maison pour aider avec Megan. J'ai reporté mon admission d'un semestre, mais je pouvais toujours m'inscrire au printemps. J'ai fait 2 valises, une avec des vêtements, une avec mon ordinateur portable, mes documents et mes livres de programmation. J'ai tout laissé derrière moi. J'ai laissé les albums photos, les jouets d'enfance, la fille qu'ils pensaient connaître. 2 semaines après mon 18e anniversaire, j'ai attendu qu'ils soient tous endormis. Maria et Andrew dormaient dans leur chambre, et Megan était à une soirée pyjama, son absence, une rare poche de silence dans la maison. J'ai écrit une seule note et je l'ai laissée sur la table de la cuisine, la même où ils avaient annulé ma vie. Elle disait, « Vous aviez raison. Je devrais être plus compréhensive. Je comprends que ma présence ici n'est plus requise. Je suis parti commencer ma propre vie. Ne me contactez pas, j'ai appelé un service de covoiturage et juste après 2 heures du matin, je suis sorti par la porte d'entrée sans regarder en arrière. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, j'ai senti mon téléphone vibrer. Un texto de ma mère. Je ne l'ai pas lu. J'ai éteint le téléphone, j'ai retiré la carte SIM et je l'ai jetée par la fenêtre de la voiture sur l'autoroute. Le sentiment de soulagement était écrasant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le sentiment époustouflant, terrifiant et magnifique d'une page blanche. Le silence froid et clair dans lequel j'avais vécu pendant 2 semaines avait enfin un but. C'était le son de mon avenir qui commençait. Pendant les 6 premiers mois, je ne faisais que survivre. La ville était nouvelle, bruyante et indifférente. J'ai emménagé dans une minuscule chambre en colocation avec 3 autres étudiants. Mon héritage était ma bouée de sauvetage, mais je le gardais précieusement. J'ai trouvé un travail dans un restaurant ouvert 24h24, faisant le service de nuit de 22h à 6h. Je rentrais chez moi sentant le café et le bacon grillé, je dormais 5 heures, puis je me rendais à mes cours à l'université. J'étais en informatique. C'était brutal. J'étais épuisé, seul et constamment sous l'emprise d'une anxiété sourde. Il y avait des moments où, en train d'essuyer un comptoir collant à 3 heures du matin, les yeux brûlants de fatigue, je me demandais si je n'avais pas fait une terrible erreur. Mais alors je me souvenais. Je me souvenais du sourire placide de ma mère alors qu'elle me retirait mon étape importante. Je me souvenais du silence de mon père. Je me souvenais du sourire narquois de Megan. Et je savais avec une certitude absolue que cette fatigue était la liberté. Cette lutte était la mienne. La victoire serait la mienne aussi. Je n'ai jamais eu de nouvelles de ma famille parce que j'avais rendu cela impossible. J'avais un nouveau numéro de téléphone, une nouvelle banque, une nouvelle adresse. J'étais un fantôme numérique. Dans tous mes souvenirs de la maison, je vivais dans l'ombre de Megan. Ce n'était pas une ombre normale. C'était une éclipse totale. Megan n'était pas seulement l'enfant prodige. Elle était le soleil et le reste d'entre nous n'était qu'une collection de roches en orbite censée refléter sa lumière. Ma mère, Maria, était l'astronome en chef de ce système solaire tordu. La sensibilité de Megan était son travail à plein temps. Quand Megan avait 14 ans, elle a décidé qu'elle voulait être mannequin. Maria a dépensé des milliers de dollars en photos professionnelles et l'a conduite à des auditions, que Megan a toutes ratées parce qu'elle ne supportait pas la moindre critique. Quand la carrière de mannequin a échoué, c'était de ma faute, apparemment, pour ne pas avoir été plus solidaire et l'avoir rendue complexée. Quand j'ai gagné le concours de sciences de l'État à 16 ans, un projet sur lequel j'avais travaillé pendant 1 an, la célébration familiale a été écourtée parce que Megan a fait une crise de colère. Elle a soudainement développé de la fièvre et ne pouvait plus respirer à cause du stress de me voir recevoir toute l'attention. Mon père, Andrew, a passé la nuit à l'hôpital avec elle pendant que je rangeais tranquillement mon trophée dans ma chambre. Le diagnostic, une légère crise de panique due au stress. Mes parents m'ont privé de sortie pendant 1 semaine pour avoir provoqué une scène et contrarié ma sœur. Andrew était un antagoniste d'un autre genre. C'était un homme de papier, se pliant à la moindre brise. Sa seule priorité était la paix à tout prix. Et le prix, c'était toujours moi. Laisse-la la voir, Alina, était la bande-son de mon enfance. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Sois la plus grande. Ce qu'ils n'ont jamais compris, ce qu'ils n'ont jamais essayé de comprendre, c'est qu'être la plus grande personne est juste un suicide au ralenti. On devient de plus en plus petit, découpant des morceaux de soi-même pour nourrir l'ego de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.
Je leur avais donné mon enfance. Je leur avais donné ma paix, mes réussites et mon silence. Ils avaient essayé de prendre mon 18e anniversaire. Ils avaient essayé de prendre mon avenir. J'ai canalisé toute cette colère froide et silencieuse que j'avais accumulée pendant 2 semaines et je l'ai déversée dans mon code. Au restaurant, entre 2 commandes, je griffonnais des algorithmes sur des serviettes en papier. À la bibliothèque, je restais jusqu'à la fermeture. Au 2e semestre, j'ai rencontré un gars nommé Ben dans mon cours d'algorithmes avancés. Il était silencieux comme moi, mais ses yeux s'illuminaient quand il parlait de structure de données. Nous sommes devenus partenaires sur un projet. Je lui ai montré une idée sur laquelle je travaillais, une simple application pour aider les étudiants à organiser et à échanger leurs manuels, en contournant la librairie universitaire prédatrice. Il a adoré. Il n'a pas seulement adoré. Il a vu son potentiel. C'est plus qu'une application d'échange, Alina, a-t-il dit, les yeux écarquillés. Ça pourrait être toute une plateforme d'apprentissage. On pourrait intégrer des générateurs de fiches de révision, des localisateurs de groupes d'études. Cette nuit-là, nous ne sommes pas allés au restaurant. Nous sommes allés au laboratoire informatique ouvert 24h24. Nous avons codé jusqu'au lever du soleil, et Edlink, notre nouvelle entreprise, était née. Nous étions 2 étudiants fauchés, fatigués et farouchement ambitieux. Mon héritage était presque épuisé, mais j'avais ma bourse et mon travail à temps partiel. Ben avait le sien. Nous avons consacré chaque seconde et chaque dollar libre à notre idée. Je construisais plus qu'une application. Je construisais une forteresse. Chaque ligne de code était une brique. Chaque compilation réussie était une autre pierre dans le mur. Un mur que ma famille ne pourrait jamais escalader. L'année et demie suivante a été un tourbillon de caféine, de code et de cortisol. Nous avons abandonné l'université. C'était la décision la plus terrifiante que j'ai jamais prise. Ma bourse était le seul filet de sécurité que j'avais, et je le coupais volontairement. Mais Edlink se développait plus vite que nous ne pouvions le gérer. Cela avait commencé comme un phénomène à l'échelle du campus et était maintenant adopté par d'autres universités à travers l'État. Nous travaillions 18 heures par jour depuis notre appartement exigu et le travail au restaurant était un lointain souvenir. Mon piège n'était pas quelque chose que j'avais à attendre. C'était la vie que je construisais. Mon levier était ma propre compétence. Pendant que ma famille préparait Megan à une vie de médiocrité célébrée, il m'avait ignoré. Et dans cette ignorance, il m'avait permis de devenir tranchante. Il m'avait appris à ne compter sur personne d'autre que moi-même. Il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable. J'avais passé toute mon enfance comme une fille invisible, apprenant à observer, à planifier, à exécuter en silence. J'appliquais maintenant ces mêmes compétences à mon entreprise. Nous avions besoin de financement. Nous faisions tourner les serveurs sur une prière et une série de cartes de crédit étudiantes à découvert. Ben et moi avons peaufiné notre présentation et avons commencé à faire le tour des investisseurs providentiels locaux. C'était un processus humiliant et démoralisant. Une douzaine de « non » d'affilée. Une douzaine d'hommes en costume dédaigneux qui me regardaient, une jeune fille de 19 ans, et voyaient un passe-temps, pas une entreprise. La dernière réunion sur notre liste était avec une petite société de capital risque local. Nous sommes entrés, épuisés et vaincus, et assise en bout de table se trouvait une femme nommée Sarah Jenkins. Elle était vive, pragmatique et avait la réputation de trouver des aiguilles dans des bottes de foin. Elle a écouté notre présentation pendant 20 minutes sans dire un mot. Quand nous avons terminé, elle s'est penchée en arrière et m'a simplement regardé fixement. « Vous avez construit l'architecture Bacan vous-même » a-t-elle demandé. « Oui » ai-je dit, « nous deux. » « Et votre coût d'acquisition d'utilisateur est de 0. » « C'est entièrement du bouche à oreille » a dit Ben. « Les étudiants adorent ça. » Elle est restée silencieuse une autre minute. J'ai vu une douzaine de versions de cette idée. Elles échouent toutes. Pourquoi êtes-vous différent? J'ai pris une profonde inspiration. Parce qu'elles sont construites par des gens qui veulent vendre quelque chose aux étudiants. Nous sommes construits par des étudiants qui ont besoin que cela existe. Nous ne construisons pas seulement une entreprise. Nous résolvons notre propre problème. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Nous sommes trop têtus et trop concentrés pour échouer. Un petit sourire a touché ses lèvres. Elle l'a vu. La même détermination silencieuse et inébranlable qu'elle avait en elle-même. Nous sommes sortis de ce bureau avec un investissement de démarrage de $500 000.
Cet argent a tout changé. Nous avons eu un vrai bureau, une petite boîte sans fenêtre, mais c'était le nôtre. Nous avons embauché 2 autres développeurs. Nous avons affiné l'application. Nous avons lancé Edolink 2.0 avec une nouvelle suite d'outils. En 6 mois, nous étions sur 50 campus dans 10 États. Je n'étais plus Alina la serveuse de restaurant. J'étais Alina, cofondatrice et PDG d'une start-up technologique en plein essor. J'ai acheté un petit condo d'aspect professionnel. J'ai remboursé mes cartes de crédit. J'ai commencé à manger de la nourriture qui ne sortait pas d'un micro-ondes. Je venais d'avoir 20 ans. Pendant tout ce temps, il y a eu un silence de la part de ma famille. Pas un mot. Je ne m'en attendais pas. Pour autant que je sache, ils pensaient que j'étais une décrocheuse universitaire travaillant à un emploi sans avenir quelque part. C'était mieux ainsi. Puis un de nos nouveaux employés, un jeune responsable marketing, est entré dans mon bureau. Elina, mauvaise nouvelle et bonne nouvelle. Donne-moi la mauvaise nouvelle, ai-je dit, sans lever les yeux de mon code. Nos coûts de serveur vont tripler au prochain trimestre. Attendu. Bonne nouvelle. La chaîne KTVL4 veut faire un reportage sur toi. J'ai arrêté de taper. Sur moi? Pourquoi? C'est pour leur série Légendes locales. Ils font un spécial 32 moins de 30 ans. Ils veulent interviewer la PDG de 20 ans qui change l'éducation. Ils veulent le filmer ici demain. Ben était extatique. C'est ça, Alina. C'est de la presse gratuite. C'est énorme. Une pointe de peur froide m'a traversé. Ma ville natale était bien dans la zone de diffusion de KTVL. Mes parents regardaient la chaîne 4 tous les soirs. Ils allaient me voir. Pendant un instant, j'ai voulu dire non, me cacher, rester le fantôme que j'avais été pendant 2 ans. Puis j'ai pensé à cette jeune fille de 17 ans assise à la table de la cuisine à qui on disait que son étape importante ne comptait pas. J'ai pensé à la fille qui a tranquillement fait ses valises et s'est lancée dans l'inconnu. D'accord, ai-je dit, ma voix ferme. Réservez-le. Je ne serai pas petite. Plus jamais. L'équipe de tournage était professionnelle et efficace. Ils ont installé des lumières dans notre petit bureau bourdonnant. La journaliste, une femme élégante nommée Cynthia, m'a équipé d'un micro et m'a demandé de m'asseoir à mon bureau. Soyez naturel. L'interview a été un tourbillon. J'ai parlé de l'application, de notre mission, des défis d'être une jeune femme dans la technologie. Cynthia était impressionnée. C'est incroyable, a-t-elle dit. Avoir ce genre de succès à seulement 20 ans, vous devez avoir une famille incroyablement solidaire. C'était là, la question que je redoutais. J'ai souri, une expression calme et mesurée que j'avais perfectionnée dans les salles de conseil. J'ai eu la chance d'apprendre très tôt l'importance de l'autonomie. Je crois fermement que vous devez être votre plus grand soutien. Lorsque vous construisez votre vie sur les fondations de votre propre travail acharné et de votre propre validation, elle est inébranlable. Cynthia, sentant clairement une histoire, a insisté. Alors, il n'était pas dans le tableau? Je suis seul depuis l'âge de 18 ans, ai-je dit, mon ton léger comme si je parlais de la météo. Ça m'a appris à être pleine de ressources. Edulink est né de cette ingéniosité. Nous sommes une équipe bâtie sur le mérite, et je suis très fier de ce que nous avons accompli. Le reportage a été magnifiquement monté. Il était flatteur. Il me faisait passer pour une prodige. Il a été diffusé aux informations de 18h 2 jours plus tard. J'étais au bureau, travaillant tard, quand mon téléphone a vibré. Un nouveau numéro. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il a vibré à nouveau, et encore, et encore. 10 appels manqués en 2 minutes. Curieuse, j'ai décroché à la 11e tentative. Allô? Elina? Elina, c'est toi. La voix était fine, rauque et instantanément reconnaissable. C'était ma mère, Maria, mais c'était une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle était aiguë, frénétique. C'est bien elle, ai-je dit, ma voix froide et professionnelle. Oh, Alina, Dieu merci, nous t'avons vu. Nous t'avons vu aux informations. Une PDG, tout ce temps. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai été occupé, ai-je dit. Occupé? Tu as une entreprise. Nous pensions. Nous ne savions pas quoi penser. Nous avons été si inquiets.
Vraiment? Ai-je demandé. Je suis parti depuis 2 ans. C'est la première fois que vous essayez de m'appeler. Comment avez-vous même eu ce numéro? Ta tante. Ta tante Linda a vu le reportage. Elle a trouvé le site web de ton entreprise. Elina, tu dois rentrer à la maison. Tu dois. Ta sœur. Ma sœur? Quoi? Elle ne va pas bien, Elina. Elle fait une dépression complète. Elle t'a vu à la télé et elle ajuste. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle est hystérique. Elle dit des choses terribles. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Le calme glacial de ce jour dans la cuisine revenait. Quelle chose? Que nous avons ruiné sa vie, que nous t'avons laissé. Que tu as volé son avenir. C'est absurde. Tu dois rentrer à la maison et lui parler. Tu dois lui dire que ce n'est pas une compétition. Et Alina. Ma chérie. Nous sommes dans une situation un peu difficile. J'ai attendu. Ton père, ses heures ont été réduites. Et Meghan. Eh bien, ses frais d'université sont si élevés. En te voyant si réussi, nous avons juste pensé. En tant que ta famille. Peut-être que tu pourrais nous aider, juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. C'était là, l'appât, le pivot. En l'espace de 2 minutes, elle était passée de mère inquiète à suppliante. Je l'ai imaginée dans notre ancienne cuisine, mon père se tordant les mains à côté d'elle, les hurlements de Meghan audibles depuis l'étage. Cette pensée ne m'a pas fait de peine. Elle ne m'a pas apporté de joie. Elle ne m'a rien apporté. Maria, ai-je dit, et l'utilisation de son prénom l'a fait taire. Je ne suis pas ta fille. Plus maintenant. Vous l'avez clairement fait comprendre il y a 2 ans. L'état émotionnel de ma sœur n'est pas ma responsabilité. Ça ne l'a jamais été. Et mes finances, j'ai ri, un son court, sec et sans humour, ne sont certainement pas votre préoccupation. Elina, comment peux-tu être si cruelle après tout ce que nous avons fait pour toi? Tout ce que vous avez fait pour moi, ou tout ce que vous m'avez fait? Vous avez annulé mon 18e anniversaire. Vous avez méprisé mes réussites. Vous avez fait de toute ma vie une question d'apaisement de ma sœur. Vous m'avez appris une leçon, Maria, et je l'ai bien apprise. Je suis seul. Et vous êtes seul. N'appelez plus jamais ce numéro. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Je venais de faire face à la première confrontation majeure, la première salve d'une guerre que je ne savais même pas que je menais. Et je n'ai ressenti que de la paix. Le fantôme était parti. Elina, la PDG, venait de prendre sa place. L'appel téléphonique n'était que le début. La forteresse que j'avais construite était solide, mais j'avais sous-estimé le désespoir des gens à l'extérieur. Quelques jours plus tard, Ben m'a transféré un email. Il venait de mon père, Andrew, envoyé à l'adresse générique info@edolinCalm. Objet, l'appel d'un père. Elina, ta mère est anéantie. Meghan ne veut pas sortir de sa chambre. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Tu nous as humiliés. Tous nos amis, notre famille, ils t'ont tous vu à la télé en train de dire que tu étais seul. Tu nous as fait passer pour des monstres. Comment as-tu pu partir? Comment as-tu pu nous couper les ponts? Nous essayons juste de faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Meghan est fragile. Tu as toujours été la forte. C'était ton travail d'être compréhensive. Maintenant, elle échoue à tous ses cours. Elle dit que tu as volé sa motivation. Elle dit que tu as eu tous les gènes intelligents et que ce n'est pas juste. Ta mère essaie de la faire suivre une thérapie, mais c'est si cher. Tout ce que nous te demandons, c'est de réparer ça. Tu as tellement maintenant. Ça ne te ferait pas de mal de partager. Tu le dois à ta sœur. Tu nous le dois. Nous sommes ta famille. S'il te plaît, appelle à la maison. Papa. J'ai lu l'email et ce qui m'a frappé, c'est le déni pathologique pur. Ils n'avaient pas changé. Ils n'avaient pas réfléchi. Ils avaient simplement remanié le récit. Dans leur nouvelle version, j'étais la méchante, le dragon cruel et égoïste gardant un tas d'or. J'ai supprimé l'email sans répondre, mais les antagonistes montaient en puissance.
La semaine suivante, ma tante Linda, la sœur de mon père, celle qui m'avait toujours envoyé $50 pour mon anniversaire sans faute, a appelé mon bureau. Mon assistante, méfiante après le dernier incident, me l'a passé. Elina, sa voix semblait prudente. C'est tante Linda. Salut, tante Linda. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Oh, Elina, je t'ai vu aux informations. Je suis si fier de toi. Je ne peux même pas te le dire. Sa voix était épaisse d'émotion. Merci. Ça me touche beaucoup. Mais ma chérie, ta mère m'a appelé. Elle. Eh bien, elle raconte à tout le monde une histoire très différente. Quel genre d'histoire, ai-je soupiré, appuyant ma tête sur ma main. Que tu as eu une sorte de dépression? Que tu as fréquenté de mauvaises personnes, volé de l'argent chez eux, ton héritage et leurs économies, et que tu t'es enfui. Et que cette entreprise est une sorte de façade, que tu as des ennuis. Andrew est juste. Il est en vrac. Il la soutient. Ils essaient de convaincre la famille élargie de réunir de l'argent pour te trouver et t'aider. C'était nouveau. Ce n'était plus de la mendicité. C'était de la diffamation. Ils n'étaient pas seulement désespérés. Ils essayaient de reprendre le contrôle en détruisant ma réputation. Tante Linda, ai-je dit, ma voix stable, rien de tout cela n'est vrai. Je suis parti avec mon propre argent. J'ai construit cette entreprise avec mon cofondateur à partir de rien. Je n'ai pas de problème. Ce sont eux qui en ont. Je sais, ma chérie. Je pense que j'ai toujours su. Ta mère. Elle a toujours été obsédée par le potentiel de Meghan. Elle n'a jamais vu le tien. Il y a eu une longue pause. Mais ils sont désespérés. Et Maria est convaincante. Elle montre des photos de Meghan, disant qu'elle est malade d'inquiétude. Ils te dépeignent comme cette fugueuse ingrate et mentalement instable. Le charme se rompait. La famille, qui avait toujours gravité autour de Maria et Meghan, commençait à voir les fissures. Ce nouveau mensonge scandaleux était trop pour certains. Mais le désespoir grandissait. Meghan, luttant toujours pour être le centre de l'attention, a finalement émergé. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de mail. Elle est devenue publique. Elle a créé une page de médias sociaux publics. C'était un blog de style GoFundMe rempli de photos d'elle, l'air pâle et triste. Le titre était « Ma sœur m'a abandonné, aidez-moi à guérir ». Dans un long post décousu, elle a raconté au monde sa version. Comment sa sœur froide et calculatrice, moi, avait été jalouse d'elle toute sa vie. Comment j'avais mis en scène ma disparition pour blesser la famille. Comment mon succès soudain était profondément suspect et avait déclenché son anxiété et sa dépression, la forçant à abandonner l'école. Elle demandait des dons pour couvrir ses frais médicaux et sa thérapie de traumatisme. C'était la chose la plus Meghan qu'elle aurait pu faire. Une performance de victimisation conçue pour un maximum d'attention et de gains financiers. J'ai regardé la page. Mon équipe marketing l'avait trouvée. Qu'est-ce qu'on fait, a demandé Ben, le visage sombre. C'est de la diffamation. On peut la faire supprimer. J'ai regardé la photo de Meghan. Son visage un masque de fausse angoisse. J'ai regardé les commentaires de quelques amis crédules de mes parents. Oh, ma pauvre chérie. Ta sœur est un monstre. Et puis j'ai vu les commentaires de mes anciens amis de lycée, de gens qui me connaissaient. C'est de la folie. Elina était la personne la plus gentille que je connaisse. Attends, c'est toi la victime? Il me semble me souvenir que la fête de 18 ans d'Elena a été annulée parce que tu voulais une nouvelle paire de chaussures. Ça doit être une blague. Elina est un génie. Toi, tu ne le es tout simplement pas, le charme ne se rompait pas seulement. Il se brisait. La preuve irréfutable n'était pas quelque chose que j'avais à présenter. C'était ma vie. C'était le succès public et vérifiable de mon entreprise contre la mendicité théâtrale publique de Meghan. La tentative désespérée de Meghan de reprendre le récit s'était retournée contre elle. Elle s'était, dans son arrogance, exposée. Nous ne faisons rien, ai-je dit à Ben. Nous n'y touchons pas, laisse-la parler. Elle est sa propre pire ennemie. La collecte de fonds a stagné à $250. Et puis KTVL Channel 4, la chaîne qui avait diffusé mon interview, a eu vent de l'histoire.
Une PDG locale à succès et inspirante accusée par sa sœur séparée d'eux. Eh bien, de quoi exactement? C'était une histoire d'intérêt humain. Un journaliste de leur équipe d'enquête a appelé mon bureau. Madame Alina, a-t-il dit, nous faisons un reportage de suivi sur votre histoire incroyable, et nous aimerions avoir votre commentaire sur ces accusations plutôt graves de votre sœur. La confrontation publique que je n'avais jamais demandée était là, et j'étais prête. Ce n'était pas une confrontation formelle dans un lieu public. C'était quelque chose de bien plus moderne et de bien plus dévastateur. C'était un reportage de suivi aux informations de 18 heures. Ils l'ont présenté comme « l'autre côté du succès », le drame familial d'une PDG locale. Ils avaient interviewé Meghan. Les images étaient embarrassantes. Elle était assise dans sa chambre, des posters de groupe sur les murs, le visage bouffi. Elle est juste partie, sanglotait-elle au journaliste. Elle n'a jamais dit pourquoi. Elle a toujours été différente, si froide. Et maintenant, elle a tout ce succès, et elle n'aide même pas sa propre famille. Elle ne m'aide pas. Je ne sais pas pourquoi elle me déteste tant. Le journaliste s'est ensuite tourné vers mes parents, qui étaient assis sur leur canapé de salon, l'air hagard. Nous voulons juste que notre fille rentre à la maison, a dit ma mère, Maria, en serrant un mouchoir. Nous sommes si inquiets qu'elle soit dépassée. Ce n'est pas l'Elena que nous connaissions. Puis le reportage est passé à moi. Je n'étais pas dans mon salon. J'étais dans la salle de conseil de mon bureau, assise en bout de la longue table polie. Je portais un blazer bleu marine professionnel et élégant. Je ne pleurais pas. J'étais calme, articulé et en contrôle total. Monsieur Davis, ai-je dit au journaliste, je ne voulais pas rendre cette affaire publique, mais ma famille ne m'a pas laissé le choix. Je ne déteste pas ma sœur. Je ne ressens rien pour elle du tout. Je ne suis pas une fugueuse et je n'ai pas de problème. Je suis une jeune femme de 20 ans qui a bâti une entreprise prospère grâce à un travail acharné et incessant. Alors pourquoi êtes-vous parti? A demandé le journaliste. Votre famille dit que c'était un mystère. Ce n'était pas un mystère, ai-je dit en regardant directement la caméra. Je suis parti 2 semaines après mon 18e anniversaire. Je suis parti parce que mes parents, Maria et Andrew, m'ont informé que ma fête de 18 ans était annulée. La raison invoquée était que ma sœur de 16 ans, Meghan, se sentait négligée. On m'a dit que je devais être plus compréhensive. Je n'ai pas discuté. J'ai parfaitement compris. J'ai compris qu'aux yeux de ma famille, mes étapes importantes, mes sentiments et toute mon existence étaient secondaires par rapport aux émotions fugaces de ma sœur. J'ai compris que je n'étais pas une fille mais un rôle, la responsable, la mature. J'ai donc pris une décision mature et responsable. J'ai pris l'héritage que ma grand-mère m'a laissé, de l'argent qu'elle avait spécifiquement réservé pour mon indépendance, et je suis parti pour construire une vie où ma valeur n'était pas négociable. J'ai financé mes propres études et bâti ma propre entreprise. Je ne leur ai rien demandé. Leurs affirmations selon lesquelles j'ai volé de l'argent sont fausses. Leurs affirmations selon lesquelles je suis instable sont, comme vous pouvez le voir, fausses. La vérité est que ma famille ne s'inquiète pas pour moi. Ils sont en colère contre moi. Ils sont en colère parce que je ne suis plus là pour être leur bouc émissaire. Ils sont en colère parce que j'ai bâti une vie qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ils sont en colère parce que, pour la première fois, ils font face aux conséquences de leurs propres actions. Ma sœur ne fait pas une dépression parce que je lui manque. Elle fait une dépression parce qu'elle m'a vu sur cette même chaîne de télévision. Et pour la première fois de sa vie, elle n'est pas le centre de l'attention. Je leur souhaite bonne chance, mais ma vie m'appartient. L'équipe des Détoinques est ma famille maintenant, et nous sommes très, très occupés. C'était une exposition calme, systématique et totalement dévastatrice. Je n'avais pas élevé la voix. J'avais simplement présenté les faits. Au moment où le reportage a été diffusé, la famille a implosé. Meghan, en regardant la diffusion, a eu le dernier moment puissant de réalisation, mais ce n'était pas celui que j'attendais. Elle n'a pas réalisé ses propres fautes. Elle a réalisé qu'elle avait perdu. Elle avait été publiquement et définitivement détrônée. Elle ne s'est pas seulement enfermée dans sa chambre. Elle s'est déchaînée. Tante Linda m'a appelé le lendemain. Elle était à bout de souffle. Elina, tu l'as fait. Tu les as réduits en cendres sans même allumer une allumette.
Qu'est-il arrivé? Meghan? Elle a craqué. Elle a commencé à crier. Pas sur toi, sur eux, sur Maria et Andrew. Elle jetait des objets. Elle a fracassé son propre ordinateur portable. Elle a crié que c'était de leur faute, qu'ils t'avaient laissé partir, qu'ils étaient stupides de ne pas avoir vu que tu étais intelligente et de ne pas t'avoir gardé sous contrôle. Elle a dit qu'ils l'avaient choyée et l'avaient rendue faible, alors qu'ils t'avaient ignorée et t'avaient rendue forte. Elle a dit que tu avais eu la belle vie et que c'était de leur faute si elle était coincée avec eux. Elle a fait un sac et est partie. Elle est partie, Elina. Elle est chez son amie et dit qu'elle ne reviendra jamais. L'humiliation publique n'avait pas seulement exposé les antagonistes. Elle les avait retournés les uns contre les autres. Meghan, dans son dernier acte triomphal de narcissisme, s'était faite la victime de la complaisance de ses propres parents, et ce faisant, elle avait brisé la famille pour toujours. La chute a été absolue. Le départ de Meghan a été la goutte d'eau qui a brisé l'échine du mariage fragile de mes parents. Avec les deux filles parties, l'une un succès public, l'autre un échec public, il n'avait plus personne sur qui se concentrer à part l'un l'autre. Le silence dans cette maison, autrefois mon seul refuge, devait être assourdissant. Tante Linda me tenait au courant par de courts emails sporadiques. Maria et Andrew, laissés seuls, ont finalement retourné toutes leurs années d'énergie mal dirigées l'un contre l'autre. Maria a reproché à Andrew de ne pas avoir été assez fort pour gérer la famille. Andrew a reproché à Maria son obsession pour Meghan. La maison, qui était déjà dans une situation financière difficile, a été saisie. Ils ont été contraints de la vendre à perte et de déménager dans un petit appartement en location. La carrière à temps partiel de Maria dans l'immobilier s'est évaporée. Après le reportage, sa réputation de femme stable et axée sur la famille a été ruinée. Personne ne voulait acheter une maison à la femme qui avait effectivement chassé sa propre fille. Andrew, silencieux, vaincu, a accepté une rétrogradation dans son entreprise juste pour garder un emploi. L'histoire de Meghan était moins dramatique, mais tout aussi triste. Elle a abandonné définitivement l'université. Elle a rebondi de canapé d'amis en canapé d'amis, son récit de victime s'usant auprès de tous ceux qui l'ont accueillie. Sans ses parents pour gérer sa vie, elle était incapable. Elle avait été formée pour être une receveuse, et quand il n'y avait plus rien à recevoir, elle a simplement arrêté. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme caissière à temps partiel, amère et furieuse contre le monde qui l'avait trompée. Les conséquences étaient définitives. Ils avaient bâti toute leur famille sur une fondation pourrie, le sacrifice d'un enfant pour le confort d'un autre. Quand je me suis retiré, la fondation s'est effritée et toute la maison s'est effondrée. Et moi, ma vie a avancé. EduLink a continué de croître. Nous avons obtenu un tour de financement de série A. Nous avons déménagé dans un vrai bureau avec des fenêtres. J'avais 21 ans et je gérais une équipe de 30 personnes. Environ 6 mois après l'interview télévisée, je triais le courrier dans mon condo et j'ai trouvé une lettre. Elle était manuscrite sur du papier de cahier bon marché. Elle venait de mon père. Elina, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais pas. Ta mère et moi sommes séparés. La maison est partie. Meghan ne nous parle pas. J'ai beaucoup réfléchi à ce jour-là, à tout. Tu avais raison. J'étais un lâche. Je voulais juste que les choses soient calmes. J'ai laissé ta mère. J'ai laissé Meghan. J'ai laissé tout ça arriver. Je pensais qu'être mature signifiait simplement accepter. Je pensais que je protégeais Meghan, mais je n'étais juste. J'avais juste peur d'elle. Et je t'ai sacrifiée parce que tu étais forte. Tu étais celle qui ne se briserait pas. C'était mal. Je t'ai brisée, mais tu t'es reconstruite. Je suis si désolé, Elina. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais je suis désolé. Je suis fier de toi. Je vois ce que tu as bâti. Ta grand-mère, elle aurait été si fière. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande pas d'argent. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Papa. J'ai lu la lettre et pour la première fois en 3 ans, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la jeune fille de 17 ans qui voulait juste une fête. J'ai pleuré pour le père que j'aurais dû avoir. Et puis j'ai plié la lettre, je l'ai mise dans un tiroir et je l'ai laissée partir. C'était une résolution, pas une réconciliation, mais la fermeture du livre. La semaine suivante,
j'ai utilisé certaines de mes propres ressources pour créer discrètement une bourse d'études dans mon ancien lycée. Elle ne portait pas mon nom. C'était le Fonds pour l'indépendance, destiné aux étudiants issus de milieux familiaux difficiles qui avaient une passion pour la technologie. Mon parcours avait commencé par un profond sentiment de trahison. Mais il m'avait mené à une vie que j'avais créée moi-même. J'avais mon entreprise, j'avais Ben, j'avais mon équipe, j'avais la paix. La justification n'était pas dans leur échec. Elle était dans mon succès. J'avais fait face à leur tentative de me diminuer. Et j'avais bâti un monde où j'étais enfin le personnage principal.